Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé De la théorie à la pratique, l'économie circulaire en entreprise. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement chez Laval Mayenne Technopole. Et donc notre mission chez LMT, c'est d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le territoire de la Mayenne, que ce soit auprès des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises innovantes, des startups, des entreprises établies sur le territoire, mais aussi auprès des collectivités. Et donc, une partie importante de notre mission va être de diffuser l'innovation, les méthodes, les bonnes pratiques, pour donner envie, pour permettre de s'inspirer, pour permettre à un maximum d'entreprises et d'acteurs économiques de se rendre compte qu'il est possible d'innover et qu'il existe des outils et des méthodes à la portée de toutes et tous. Pour participer à la diffusion de cette culture de l'innovation sur le territoire, nous organisons le programme des matinées et webinaires de l'innovation tous les deuxièmes mardis du mois, avec soit une matinée en présentiel, en général sous la forme d'un atelier pratique où vous allez pouvoir expérimenter une méthode, ou alors soit comme ce matin avec un webinaire. Et donc pour le webinaire de ce matin, on va parler d'économie circulaire et j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue Romain Giannini. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Merci Charlotte. Eh bien, ravi de même de pouvoir participer à mon premier webinaire que j'anime. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit élément de contexte. Donc, je suis Romain Giannini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargé de projets collaboratifs et européens à Laval Mayenne Technopole, où j'officie depuis plus de 5 ans maintenant. Et si c'est moi qui présente aujourd'hui ce webinaire, c'est parce que depuis 3 ans, LMT travaille sur un projet européen qui s'appelle CEI Boost et qui vise à développer l'économie circulaire, notamment via des boucles vertueuses grâce aux nouvelles technologies. Et donc dans ce cadre-là, et LMT plus largement, on a pu se mettre à niveau sur cette thématique cruciale de nos jours pour avancer et pour surtout innover de manière efficace et pertinente dans le contexte économique. Peut-être ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous laisser la parole 1 à 2 minutes pour évoquer ce que l'économie circulaire représente pour vous en un mot dans le chat. Voilà. Qu'est-ce que l'économie circulaire? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, en plus de Voilà. cette notion d'économie des ressources par Céline, on a Christine qui nous propose le concept de réutiliser des matières premières. Serena qui propose redonner une vie aux ressources non utilisées. Kerish nous mentionne les 3 R. Tu vas peut-être nous parler. Alors, ça commence à aller un petit peu vite. Alors, il y a une notion d'économie symbiotique, une notion d'industrie du recyclage, réutiliser des déchets, entre guillemets, de production d'une autre entreprise, une notion de réparabilité qui est proposée par Emmanuel. Alors, il y a un sigle EIT, donc c'est écologie industrielle territoriale. Si je ne me trompe pas, Mhm. Céline, Ouais. tu pourras me redire. Une notion de gestion de déchets, de recyclage, mais aussi de réparer, réutiliser, transformer quelque chose au lieu de le jeter. Une définition proposée par Pascal qui est une économie qui prend en compte la finitude des ressources. Donc voilà, anticiper dès le début cette dimension finie des ressources. Une notion de réutilisation qui est proposée par Legré. Le côté intensifier les usages, cette notion d'usage qui va être importante, on va le voir. La mutualisation. Et Emmanuel nous propose un autre sigle qui est celui de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et un dernier mot en R, Céline nous propose le mot rétrofit. Alors, je vois que vous y connaissez plutôt pas mal. C'est globalement beaucoup de notions communes dans ce domaine. J'aimerais revenir, avant de rebondir sur vos réactions, sur quelques idées reçues qu'on va essayer justement de déconstruire aujourd'hui dans ce webinaire, en mettant en perspective que l'économie circulaire est un levier d'action important en entreprise pour réussir. Parce que ce qui ressort souvent, c'est que l'économie circulaire, ça rime avec mort de la performance en entreprise,
que voilà, si on suit les législations, qu'on essaye de faire du zèle vis-à-vis de ces dernières, on va être forcément moins compétitif et ça va se ressentir eh bien, sur notre entreprise et sa survie, entre guillemets. Que toute activité dépend de la production et que prendre en compte l'économie circulaire, c'est s'exposer à une perte de productivité, que les clients, ils attendent des produits premium et que ça n'est pas compatible avec l'image qu'on peut avoir de l'économie circulaire, de la seconde main, de la réutilisation, entre guillemets, de déchets. Que, eh bien, choisir l'économie circulaire, c'est faire l'impasse, faire des concessions sur certains choix de ressources, sur la quantité de ressources à employer. Et donc, par conséquence, choisir des ressources qui sont à moindre impact, ça impliquerait de perdre du profit et d'être moins compétitif. Ce que je vous propose de voir en fait, dans un premier temps, et pour rebondir sur vos définitions de l'économie circulaire que vous avez partagées, c'est de faire d'abord un retour sur l'économie, au sens plus classique du terme. Comme le définit Larousse, le dictionnaire Larousse, l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Ce qu'on voit ici, donc, c'est une définition classique, mais ce sur quoi je vais vous attirer votre attention, c'est sur les définitions qui vont suivre. Ce qui ressort sur les prochaines, c'est par exemple bonne administration des richesses matérielles d'une maison, d'un État, gestion où on réduit ses dépenses, où on évite des dépenses superflues, ce qu'on épargne, qu'on évite de dépenser, une régulation, une organisation qui vise à diminuer les dépenses, à une adaptation parfaite au but visé. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec cet enchaînement de définitions de l'économie classique, c'est qu'on y retrouve une notion qui est centrale dans l'économie circulaire, c'est cette notion d'économie, d'épargne, de maximisation des ressources. L'économie, il faut s'en rappeler, c'est pouvoir composer avec des ressources qui sont pas infinies, qui sont limitées, et donc voir comment on peut en tirer le maximum en utilisant le moins. Donc, d'une certaine manière, faire plus avec moins, de manière faire mieux, autrement dit. Et justement, ça rejoint des définitions de l'économie circulaire, comme celle par exemple du gouvernement français, qui dit que ça vise à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production des déchets. L'idée, c'est de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Le Parlement européen va rejoindre cette définition et aller un peu plus loin en évoquant un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. Et de fait, l'idée est que le cycle des produits soit étendu afin de réduire l'utilisation de matières premières et la production de déchets. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'économie circulaire ne sort pas de nulle part. C'est même un peu rentre en résonance avec ce qu'est l'économie à la base, ce qu'est l'économie depuis des siècles et des siècles. On peut penser notamment à l'époque des siphonniers entre le 16e, 17e siècle et un peu plus loin, qui voilà, avaient cette économie de reprendre des déchets et de les réutiliser pour en faire ressortir une valeur. Et c'est là justement que je veux en venir en montrant, voilà, économie circulaire, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur la même chose? Parce que bien souvent, le problème, ou en tout cas l'enjeu qui peut rendre les choses un peu plus compliquées, un peu plus complexes aujourd'hui, c'est que l'économie circulaire euh, a tendance à être mise en avant comme un engagement personnel, philosophique, politique, pour même pour aller un peu peut-être dans l'excès, même si on n'est pas si loin quand on y réfléchit, sur une question de survie. Mais ce que je veux montrer, c'est que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas qu'une histoire de valeur, de sensibilité, de sensibilisation. Ce que je veux montrer avec ce webinaire, c'est que l'économie circulaire, c'est aussi avant tout un levier d'action, d'innovation, de différenciation, qui va permettre en fait d'extraire une plus-value à exploiter directement depuis son parc de ressources et de matériel aussi, pour en faire, en bâtir un avantage concurrentiel. Afin de commencer à exposer un peu mieux cela, je vais d'abord dans un premier temps revenir sur les principes et les composantes qui constituent l'économie circulaire. Rapidement, donc en reprenant la définition du Parlement européen, donc l'économie circulaire, c'est vraiment un mode de production et de consommation
où l'idée c'est de partager, réutiliser, réparer, rénover, recycler les produits et les matériaux existants dans le but qu'ils conservent leur valeur ou qu'on puisse remettre en avant une valeur qui aurait pu paraître désuète de par une conception de ces produits comme des déchets car ils sont dysfonctionnels, abîmés, voilà. Et donc l'idée c'est de repartir sur une boucle circulaire, on va y revenir très rapidement. Et justement, cette boucle circulaire, elle est, on va dire, définie par l'ADEME en trois domaines, à savoir l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Et ces trois domaines, ils évoluent selon sept piliers. Les sept piliers, c'est d'abord l'approvisionnement durable, c'est pouvoir extraire, exploiter des ressources de manière efficace sans détériorer l'environnement en ayant un impact réduit. Un autre élément important, une autre notion à prendre en compte, c'est l'écologie industrielle territoriale, qui est donc un mode d'organisation interacteur, interentreprise, qui va favoriser un échange de flux, la mutualisation des besoins et donc une logistique optimisée où on va faire mieux avec moins, et de manière collective. Le troisième élément important, c'est l'économie de la fonctionnalité, qui est un modèle économique qui privilégie de facturer non pas la possession d'un bien, mais son usage. Ailleurs, on a aussi l'éco-conception, un concept phare et très intéressant sur lequel je vais revenir aussi à plusieurs reprises durant le webinaire, qui vise à concevoir les produits en anticipant, en préparant leur fin de vie, de manière à pouvoir en tirer le plus de retombées, le faire ressortir leur valeur afin de pouvoir être réinsérés dans le marché, leur donner une seconde chance, même parfois une énième chance, on peut dire, car on peut vraiment en valoriser très longtemps. Le réemploi, c'est l'un des bouts de chaîne qui peut être l'une des conséquences de cette optique d'éco-conception, parce que ça va permettre d'allonger la durée d'usage du produit. Et dans cette optique-là, c'est en ayant des transformations mineures, voire pas du tout. On va le réutiliser. Comment dire, il correspond également il rentre en résonance plutôt avec la notion de recyclage qui là pour le coup va induire de transformer ce qui est considéré comme un déchet, la ressource usée, comme en de nouveaux produits, en X nouveaux produits. Et enfin, un dernier élément à prendre en compte, c'est la consommation responsable. Acheter de manière responsable en essayant de limiter l'impact environnemental, c'est aussi essayer d'acheter de manière raisonnée. L'idée, ce n'est pas d'acheter pour acheter, mais de faire les choses de manière intelligente et donc économe aussi au passage. Euh, voilà pour ça. Hop, petit bug. Vous verrez, j'ai restitué un peu un résumé de ces notions dans la slide suivante. Ça nous mène donc à prendre en compte comment dire, ce schéma que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter en quelques secondes, donc du développement durable, qui a trois dimensions et qui aujourd'hui est quand même le pilier phare d'une stratégie RSE, de responsabilité sociétale et sociale des entreprises où l'idée est qu'on ne peut être durable qu'en ayant des initiatives, des activités, des actions qui soient viables, vivables et équitables. Ce qui implique donc de répondre aux attentes de la société, ménager, réduire son impact sur l'environnement et aussi surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est assurer le rendement d'une entreprise, la productivité, maximiser ses gains et son impact de manière plus globale. Et justement, les entreprises, ça fait depuis quelques décennies maintenant qu'elles évoluent sur un modèle d'économie linéaire, un modèle qui est, comme son nom l'indique, aplani, où l'idée est de prendre, d'exploiter la ressource, de la fabriquer, de la consommer, et puis, dans de très nombreux cas, de la jeter, sans forcément que ce stock dormant ne soit réexploité d'une manière ou d'une autre. Et justement, l'économie circulaire, elle va se construire par rapport à cette définition de l'économie linéaire, en apportant justement une retombée, une boucle de circularité favorable à un réemploi, une réutilisation, une revalorisation des produits, des ressources qui ont pu être considérées comme usagées, usées, dysfonctionnelles, désuètes.
Et donc, c'est une logique qui prend en compte notamment la logique des 5 R, qui est de refuser, réduire, réutiliser, rendre, redonner à la Terre, recycler. Donc, une logique où l'idée, c'est que tout ce qui a atteint son cycle de vie final peut être en théorie revalorisé, même partiellement. Et c'est donc là tout l'intérêt de ce webinaire, de voir comment cette revalorisation sert un but économique crucial pour innover et conserver, gagner même en compétitivité sur le marché. Et justement, ces avantages économiques de l'économie circulaire, c'est vraiment de pouvoir réduire d'un côté la dépendance aux matières premières et donc de sécuriser des ressources. Parce que si jamais notre stock de déchets ou éventuellement les déchets qu'on va pouvoir collecter, eh bien, sont à disposition, peuvent être réexploités de X%, c'est autant d'économies sur une dépense de fournisseur pour refaire le plein avec des ressources neuves ou aussi parfois recyclées, hein, c'est de plus en plus possible. C'est aussi un marqueur important pour créer de l'emploi parce qu'avec des pratiques d'économie circulaire, on va pouvoir créer de nouvelles compétences, de nouveaux process et donc irriguer le marché avec de nouvelles compétences et donc une nouvelle optique d'employabilité. Et enfin, c'est aussi quelque chose de très intéressant au niveau de la marque employeur, au niveau de l'amélioration de l'image de l'entreprise et donc de l'attractivité des clients, car au niveau sociétal, on voit de plus en plus cette tendance à privilégier le consommer mieux et le consommer en essayant, si possible, de limiter des impacts qui seraient un peu voilà, excessifs et pas forcément pertinents sur l'environnement. Avant de passer à la deuxième partie, je vous invite, si vous avez quelques questions, à les poser dans le chat et je vais y répondre du mieux possible. Alors, du coup, Pascal pose la question, mais qui dit elle-même, on va peut-être en parler après. Est-ce qu'il y a des entreprises engagées dans l'économie circulaire en Mayenne? Donc, en Tout effet, à je fait. vais en parler bientôt. Du coup, ce que je propose peut-être, c'est de passer à la question suivante. Ouais. Alors, c'est une question qui est peut-être un petit peu compliquée. Donc, une personne qui apparaît comme C, qui nous demande quelles seraient les raisons de ne pas croire à la finitude des ressources. Est-ce que tu as un avis sur la question? Alors là, on va rentrer un peu sur la philosophie. Tout simplement, on est sur une économie au niveau planétaire, en tout cas, qui est fermée. Jusqu'à présent, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que la planète. Et la planète, par de nombreuses études, on a mis en avant que les ressources ne sont pas infinies. On le voit, les ressources sont de plus en plus exploitées. En tout cas, l'exploitation suit son cours. Et donc, forcément, il y a un moment donné où si on ne fait pas du neuf avec du vieux, ça risque de coincer. Et d'où tout l'intérêt de pouvoir de plus en plus appliquer des logiques d'économie circulaire qui, alors, certes, vont aider la planète, et c'est important, il ne faut pas déconsidérer cette option-là, mais c'est aussi un élément, comme vous allez le voir, qui est un vrai levier pour l'essor économique en fait. Car justement, ces ressources dormantes, ces vieilles ressources vont permettre de faire de nouveaux produits. Et donc de pouvoir aussi avoir des marges de bénéfices par des investissements qui peuvent être intéressants par rapport au retour qu'il va y avoir dessus. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais Alors j'ai du coup, essayé. la personne disait que sa question, c'était justement, c'est quoi les arguments inverses? En gros, c'est quoi les arguments des gens qui ne croient pas en la finitude des ressources? Après, voilà, si tu n'as pas d'éléments à nous apporter, il n'y a pas de souci, on peut passer à la question suivante. C'est toi qui vois. Ah ben alors là, j'avoue que j'ai pas fait, j'ai pas forcément une étude plus Tu n'as large pas joué sur. à l'avocat du diable, t'as pas Non, cherché, c'était quoi non, les j'ai pas contre-arguments? forcément, si ce n'est les définitions, les quelques verbatims au début. euh, je pense que s'il faudrait peut-être se renseigner au niveau des analyses scientifiques et de voir voilà que effectivement voilà, on commence quand même peut-être à avoir, on ne touche pas le bout, mais ça risque d'arriver très vite si on continue à produire et consommer de manière irraisonnée. Il y a une citation que j'aime bien, c'est Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je crois que c'était la Boétie. Et je trouve elle restitue bien l'idée qu'il faut savoir utiliser les outils qu'on a de manière intelligente pour assurer une certaine pérennité et maximiser notre profit, notre bonheur, plutôt, j'ai envie de dire.
Très bien, merci Romain. Voilà. Ensuite, on a une question de Christine qui se pose la question, voilà, si jamais elle souhaite mettre en place la réparabilité d'un produit futur, est-ce qu'il existe des guides ou des ressources pour être sûr de louper aucune étape pendant la conception et la fabrication du produit? Ah ben, tout à fait, il y a pas mal de ressources hein, au niveau gouvernemental, au niveau aussi de la BPI, il y a pas mal de webinaires ou de programmes de cours, si on peut dire, qui sont assez didactiques, qui sont assez intéressants, non seulement au niveau théorique, mais au niveau pratique. Aussi, évidemment, j'en appelle aussi à nos partenaires territoriaux, comme la PES, comme la Val Économie, comme la CCI aussi, voilà, qui sont aussi des relais importants pour pouvoir accompagner dans l'économie circulaire. Et puis, comme vous le verrez aussi, nous, également, la Val Technopole, on a développé, grâce à CI Boost, une approche, et en tout cas, on expérimente sur des outils d'accompagnement, sur des formats d'accompagnement, des ateliers notamment, pour aider les entreprises à eh bien, identifier des relais d'innovation et de développement via l'économie circulaire. Très bien, merci Romain. Euh, Sur une autre thématique, on a une question de Marie-Claude qui pose la question de quid de la garantie pour les matériaux recyclés dans le bâtiment, donc des matériaux qu'on aurait envie de réemployer. Est-ce que tu as des notions à nous apporter là-dessus? Alors, j'avoue que c'est peut-être pas l'endroit où je suis le plus formé. Le bâtiment est un secteur qui évolue beaucoup dans la notion de l'économie circulaire. Mais c'est un secteur que j'ai un peu moins vu. C'est vrai qu'il y a tout un tas de législations qui va prendre en compte donc le fait qu'il faut avoir telle teneur, tel pourcentage pour considérer tel matériau, pour pouvoir réutiliser tel matériau. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la traçabilité. C'est un des nerfs de la guerre et c'est un des éléments qu'on essaye de voir, de traiter via l'utilisation de nouvelles technologies. C'est que jusqu'à présent, et la quasi-totalité des produits, des matériaux n'ont pas forcément d'étiquette, entre guillemets, qui va permettre de suivre eh bien, la constitution ou la composition en éléments, en matériaux. Et justement, c'est un élément crucial, je pense, sur les prochains mois, les prochaines années, pour eh bien, essayer de développer et transformer la filière en ayant voilà, cette espèce de petite carte d'identité des produits, des matériaux qui facilitent eh bien, la réutilisation, le réemploi et qui pourront peut-être aussi faire bouger les lignes de la législation. Et puis, on a vu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'un groupement qui s'appelle Format 53, qui est au niveau du département. Donc, c'est plusieurs structures qui cherchent qui réfléchissent à comment structurer la filière des matériaux de réemploi pour la construction. Donc, Marie-Claude, c'est peut-être ce genre finalement, d'organisation ou en tout cas de groupement qui peuvent aider à faire avancer sur la question. Il y a une question de Serena qui demande s'il existe un risque financier concernant les processus de recyclage et concernant les entreprises qui pourraient être amenées à augmenter la durée de vie de leurs produits. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau réglementaire ou au niveau industriel, cette question. Est-ce que tu... Ouais, je pense que je peux y répondre, en tout cas, essayer d'apporter ma réflexion, du moins. Moi, je pense effectivement que passer à un tout économie circulaire, ce sur quoi on n'est pas encore, hein, clairement, mais c'est quelque chose sur lequel il serait pertinent de tendre. Eh bien, je pense qu'il y a quand même un système un peu à revoir globalement, parce qu'évidemment, il y a toujours du risque. Quand on entreprend, la part de risque, le risque zéro n'existe pas, et il faut du coup savoir composer et bien, prendre des risques, essayer de les limiter évidemment. Et au niveau financier, c'est vrai qu'il y a parfois plusieurs boîtes qui, eh bien, entre guillemets, se plantent. C'est des choses qui arrivent, mais j'ai envie de dire, ça n'est pas que la parade de l'économie circulaire. Et c'est justement en pouvant faire un benchmark de solutions existantes, en s'inspirant de ce que font les autres, qu'on va pouvoir avoir au moins un axe de diminution des risques. Et c'est quelque chose qu'on va s'employer à faire là dans les prochaines minutes et les prochaines slides. Super, merci Romain. Juste du coup, petite remarque, et puis après, on va te redonner la parole justement pour la suite. Il y a Manon de l'APES 53 qui se propose de répondre à toutes les questions sur la partie réemploi des matériaux du bâtiment et notamment si on a besoin d'informations supplémentaires sur format 53 que je mentionnais.
Et on a Lamia qui nous parle d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Team 2, qui a été créé à l'initiative de l'État et qui est dédié à l'innovation dans le domaine de l'économie circulaire. Donc ça peut être une bonne source d'information et d'accompagnement sur ces thématiques d'économie circulaire. Donc, j'ai pas oublié votre question, Pascal. Et justement, on va y répondre là sur les prochaines slides. Donc, ce que je souhaite faire maintenant, c'est vous montrer 6 cas concrets, 6 cas d'études qui sont autant de sources d'inspiration pour appréhender, imaginer des pistes de développement dans votre activité qui impliqueraient des démarches d'économie circulaire. Vous allez voir, ces 6 exemples se décomposent en 3 catégories. La première catégorie, c'est entreprendre par l'économie circulaire. C'est pas hasardeux si j'ai dit par, c'est parce que l'idée, c'est de voir comment des entrepreneurs qui se basent sur une optique dès la conception de leur entreprise ou de leur projet en lien avec l'économie circulaire vont pouvoir apporter des solutions et aussi des éléments d'inspiration à tout un chacun. On va commencer avec un exemple que j'aime beaucoup, qui s'appelle Reverse System, qui est donc une solution d'IA pour optimiser les découpes matières. La proposition de valeur, c'est vraiment de offrir un logiciel MMS, donc un système de gestion des matériaux, qui va permettre d'optimiser la découpe matière et d'affecter les chutes de production afin de prévoir, d'anticiper comment pouvoir les réexploiter au mieux derrière pour de nouveaux produits qui soient standards dans le catalogue de l'entreprise ou pour tout autre produit, donc avoir un pack de ressources qui soit le plus présentable, le plus exploitable derrière. Donc c'est l'idée. À Reverse, donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est une entreprise en région, à Nantes, qui a été fondée en 2021. Et donc, elle vise avec cette solution à aider et à accompagner le secteur industriel globalement, ce qui comprend les menuiseries, la construction métallique et modulaire, l'aéronautique, etc. Une petite note, c'est qu'avec Reverse, jusqu'à présent, par usine, on a en moyenne 15% de gain de matière, 50% de réemploi des chutes, ce qui est quand même assez intéressant, et 100% de la commande à la découpe. Et là où Reverse va se montrer avantageuse, c'est que déjà, elle va permettre par cette utilisation du logiciel et une certaine acception, une certaine approche de l'éco-conception, de pouvoir améliorer durablement la performance matière. L'un des éléments qu'il faut retenir, c'est que grâce à ces pratiques, jusqu'à présent, Reverse, ça permet de diminuer et surtout de réemployer 3,6 millions de chutes, soit 69 tonnes, ce qui est quand même assez colossal depuis la constitution de l'entreprise. Ça permet aussi au passage de sécuriser les flux de production, hein. C'est ce que je disais au début sur les avantages de l'économie circulaire. C'est que là, en conservant des chutes, en ne les mettant pas au rebut, en pouvant même mieux en anticipant le traitement de ces chutes pour les optimiser, pour voilà, maximiser leur réutilisation derrière, on va pouvoir revaloriser un produit, donc être moins dépendant d'une matière neuve qu'on va acheter par-ci par-là, et donc de pouvoir revaloriser à moindre coût des ressources en interne. De même, et par extension, du coup, ça va permettre de maximiser la compétitivité parce que on va avoir moindre coût, on va mieux consommer, mieux produire, mieux utiliser les ressources et donc pouvoir peut-être à moindre coût proposer des produits donc plus compétitifs. Et surtout, Reverse, c'est avoir une consommation circulaire et optimiser des ressources critiques comme les terres rares. Mais pas seulement, hein, ça permet vraiment d'avoir un ensemble de ressources qui sont revalorisées. C'est le terme. Et comment on peut s'inspirer de Reverse? Je pense que tout un chacun, c'est qu'il peut se saisir, parce qu'on n'a pas tous un département R&D ultra développé, ultra ambitieux, à la pointe de la technologie. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir en fait tout simplement qu'il existe des solutions en fait, des solutions clés en main, j'ai même envie de dire, qui peuvent s'adapter aux considérations de chacun, quel que soit le secteur d'application, quelles que soient les ressources exploitées. Et donc, en définitive, avec des outils comme cela, on peut fluidifier les process opérationnels et maximiser le rendement des ressources exploitées, ce qui, in fine, limite les résidus gaspillés et donc permet à la fois de faire du bien à la planète, ok, mais surtout au niveau économique, de économiser de la ressource et de pouvoir être proposé quelque chose de manière plus compétitive. Et moi, j'aimais bien une citation de Reverse qui est de dire que la meilleure chute, c'est celle qu'on ne produit pas et la seconde meilleure, c'est celle qui a un avenir. Deuxième exemple maintenant, on passe à Underdog, toujours à Nantes. Underdog, globalement, c'est comment dire, l'exemple intéressant pour voir que le matériel dormant peut devenir une proposition de valeur, à savoir ici reconditionner et revendre
des appareils électroménagers considérés comme usés, désuets, cassés tout simplement, hein, en y associant un ensemble de services, de livraison, de garantie aussi et également une segmentation de la gamme tarifaire qui va être d'après certains critères. Et en fait, un critère phare, en fait, qui n'est pas la performance, mais l'esthétique. C'est-à-dire qu'on va payer à la tête, si on peut dire, du produit, et non pas forcément à la performance qui est garantie sur 2 ans et qui va être, va accomplir ce pourquoi on achète ce produit normalement. Et donc, on va avoir ici une cible B2C majoritairement, mais aussi du B2B en fonction. Les maîtres mots, c'est vraiment réparer, tester, garantir. Et justement, les avantages qui en sont tirés, ben, il y a des avantages en deux catégories. Des avantages directement pour l'entreprise, c'est que se positionner sur ce segment-là à Nantes et sur le bassin nantais et plus largement peut-être à terme en région, c'est de structurer une filiale et être au cœur de cette structuration de filiale en devenant une référence et aussi pouvoir avoir un contrôle, en tout cas une maîtrise d'une part non négligeable de la chaîne de valeur, ce qui permet de pouvoir se retourner et de pouvoir voilà, agir en toute quiétude en suivant des process qui vont être établis. Pour le client, ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est la transparence et la garantie. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une sélection rigoureuse, une inspection technique approfondie, un nettoyage, une transparence totale du produit qui va être performant, il est garanti pour. C'est simplement au niveau esthétique qu'on va avoir une gamme de prix en conséquence. C'est notamment leur adage, pas neuf, mais canon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que grâce à cette gamme de produits, en fonction de l'esthétique notamment, on va avoir, par rapport à du neuf, un avantage concurrentiel de jusqu'à moins 50% d'économie. Moins 50% en termes de prix, ce qui est quand même intéressant, et surtout dans une époque où tout ce qui est vintage, tout ce qui est seconde main, tout ce qui est bonne affaire dans ce sens, ben, les gens en sont très friands. Donc c'est assez intéressant. Et puis, pour la petite anecdote, c'est du remade in France. Donc, ça permet de relocaliser de l'emploi et de la formation, notamment de techniciens en local. Et là où on peut s'en inspirer, c'est que tout un chacun peut sourcer des ressources dormantes, des ressources que ce soit des matériaux, mais aussi des équipements, qui sont mis au rebut, mais parfois, très souvent finalement, assez injustement, parce qu'ils conservent une véritable plus-value, qui peut être revalorisée. Et en fait, ces déchets qui peuvent apparaître coûteux lorsqu'on les traite en tant que déchets, s'ils sont transformés parfois avec pas beaucoup d'huile de coude, j'ai envie de dire, ils peuvent devenir de vraies opportunités économiques intéressantes. Et c'est notamment des éléments qui vont permettre aussi de diversifier l'activité de la structure. Vous êtes une structure qui vend un type de produit, on va reprendre l'exemple d'un hot dog. Alors, un exemple similaire, parce que voilà, un hot dog n'en va pas à la base, mais vous êtes par exemple un grand... une grande compagnie qui fait de l'appareil électroménager, vous avez peut-être tout à gagner, comme le but commence à le faire, de peut-être voilà, eh bien, développer une gamme reconditionnée qui soit eh bien 100% alignée et qui aussi a un coût pour l'acheteur beaucoup plus intéressant. Et vous, ça vous fait dormir moins de déchets, j'ai envie de dire. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que transformer le déchet en source de revenus à plus forte value, pas forte value, pardon, valeur, excusez-moi, petit bug dans l'anglicisme, c'est à la portée de tous. Deuxième catégorie d'exemples, c'est entreprendre avec l'économie circulaire. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui, ici, va pouvoir innover sans ayant forcément, dès le départ, mis en place des pratiques d'économie circulaire, mais qui, on va dire, va rattraper ou en tout cas prendre le wagon en route. Et donc, pour commencer, un exemple local, Europlastique. Donc, qui est dans la thermoplastique et la création d'emballages plastiques et qui a une stratégie RSE assez intéressante comme on va le voir. Europlastique, donc, qui est à Changé, donc en Mayenne, à côté de Laval. La proposition de valeur, c'est de concevoir, réaliser, et distribuer des solutions d'emballage alimentaire qui soient soit standards, soit sur un modèle sur mesure. Et là où Europlastique arrive à tirer son épingle du jeu, c'est que très vite, Europlastic se met à mettre en avant un engagement RSE fort, déjà au niveau de la communication, mais c'est pas seulement de la communication, il n'y a clairement pas de greenwashing parce que derrière, les mots sont suivis d'actes et d'actions. On a par exemple la revalorisation des déchets, la mise en place d'espaces verts, une inscription de l'usine de manière biomimétique dans l'environnement pour ménager l'environnement et la biodiversité environnante, des considérations énergétiques sur le choix des technologies également.
Et ce qui vraiment va être le prolongement de ce prolongement encore plus en action de cette démarche RSE, c'est cette philosophie d'éco-conception sur les produits qui date depuis une vingtaine d'années. Donc on a quand même des précurseurs ici. Des précurseurs qui vont permettre, voilà, qui vont proposer des gammes toujours plus innovantes en lien avec l'éco-conception à travers plusieurs ressources. Nous allons y revenir après. Et ce qui est intéressant aussi, c'est leur inscription territoriale avec un réseau d'acteurs favorables et complémentaires en fait. Donc MBPAC et l'effet vert, qui est un index de recyclabilité des emballages, ou aussi leur association avec New Loop, qui eux vont pouvoir offrir une revalorisation de la matière plastique par thermocompression et donc constitution de nouveaux produits à base de déchets plastiques recyclés. Et l'avantage d'Europlastic, donc, qui ressort, c'est cette tendance, ce point d'orgue mis à l'éco-conception systématique des produits. Ce qui va être intéressant, c'est que la grande majorité des produits standards qu'ils vont proposer sont monomatériaux. Le monomatériau, ça va permettre en fait d'avoir une recyclabilité, une réutilisation bien plus facile, bien plus efficace des produits. Donc moins de pertes de matériaux, plus de réutilisation, moins de dépendance à des fournisseurs externes, et donc on économise les ressources et on maximise son rendement en réutilisant ses pertes, j'ai envie de dire. Et donc, il y a aussi à mettre en exergue un effort graduel, c'est-à-dire qu'on ne se repose pas sur une simple éco-conception et un produit qui marche bien, on va essayer d'aller plus loin. Il y a eu plusieurs gammes, ils ont commencé avec du biosourcé, ils ont fait du produit réutilisable, aujourd'hui il y a des gammes 100% recyclées. Donc c'est quand même intéressant. Et comment on peut s'en inspirer? Eh bien, tout un chacun doit pouvoir anticiper la fin de vie de son produit, anticiper comment son produit est conçu et de fait pouvoir revaloriser au mieux les retombées de ces déchets. Alors, déchets est un terme qu'il faudrait peut-être non pas bannir, mais considérablement remettre en perspective au vu du potentiel latent que peut bien emporter un déchet, quoi. Le réseau d'acteurs, très important, un réseau d'acteurs qui a des services complémentaires. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est une inscription territoriale permet, territoriale ou même plus large, avec un réseau de partenaires, permet d'avoir vraiment les pistes pour identifier au mieux le potentiel latent de ces différents produits. Une démarche RSE aussi qui irrigue le positionnement stratégique local. Je pense que c'était assez évident, je ne vais pas forcément y revenir dessus. Quatrième exemple, cette fois on va en Grèce avec Cofico et Coffee Island. Alors, Cofico, à la base, on va plutôt partir de Coffee Island. Coffee Island, c'est une enseigne de café en Grèce, distributeur et aussi de café, voilà, de bar, entre guillemets, café, pour aller avant le travail ou se décompresser derrière un espresso ou un cappuccino. Et en fait, ils ont embauché à un moment donné un thésard et se sont rendu compte que 95% des graines de café, du marc de café, ça devient du déchet et c'est pas réutilisé, quelle que soit la manière. Et donc, ils se sont dit que quand même, il y avait quelque chose à jouer et qu'on pouvait peut-être transformer cette ressource inexploitée en produit revalorisé. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ce qu'ils ont fait, Cofico s'est constitué comme un spin-off de Coffee Island et ils ont du coup commencé à adresser le secteur de la beauté, du cosmétique et aussi des produits plastiques. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que non seulement ils s'adressent à une cible B2B et B2C, mais vous allez voir, ils ont une boucle interne de réutilisation et de réemploi de leurs propres produits. Donc, encore une fois, ils n'ont pas besoin de fournisseurs externes parce que grâce à leur café, ils vont pouvoir développer une nouvelle revalorisation de la ressource. Et cette revalorisation de ressources va pouvoir ouvrir de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés, en fait, ils vont carrément irriguer leur propre fonctionnement parce que, par exemple, si on va dans un Cofico, qu'on va se laver les mains aux toilettes après avoir bu ou mangé dans ce cadre-là, on va avoir des produits qui ont été réalisés avec le café, le marc de café qui a été jeté, qui a été collecté dans les enseignes également, ce n'est pas précisé. Mais aussi, les gobelets plastiques réutilisables ou recyclables, ils vont être biosourcés et composés d'une part non négligeable de ce café réemployé, réutilisé, recyclé. Et aussi, donc, ce qui est intéressant avec eux, c'est que comme ils étaient déjà établis comme un bon acteur en termes de café en Grèce, ils ont pu facilement, de fil en aiguille, utiliser cette ressource pour irriguer de nouveaux canaux, que sont la beauté et aussi l'emballage plastique en l'occurrence.
Comment on peut s'inspirer de Cofico? Je pense avoir fait le tour, mais voilà, l'idée c'est de diversifier, c'est de voir, d'identifier les ressources, d'utiliser des intermédiaires, pas forcément en interne, hein. Ça peut être à l'occasion d'un stage, c'était le cas avec Cetésar, ça peut être avec des agences de développement économique, avec des promoteurs économiques territoriaux. L'idée c'est de pouvoir voir, voilà, identifier, faire un bilan de ce qu'on a comme ressources, qu'on aurait aussi comme besoin, et comment on peut transformer ces ressources en nouvelles opportunités. Et donc, ça implique de réviser le cycle de vie pour assurer une continuité et une certaine boucle, une certaine autonomie et autarcie à ce niveau-là. Donc, la morale de l'histoire, c'est que chaque ressource dormante, sous-exploitée, voire négligée, en changeant de focale, elle peut offrir de nouvelles perspectives de développement économique à moindre frais. Dernière catégorie, entreprendre collectivement grâce à l'économie circulaire, c'est comment on peut s'associer dans la veine de ces réseaux, s'associer avec d'autres acteurs pour fournir des solutions adaptées. Et on va commencer encore une fois en local avec Circuit Local, qui donc a comme proposition de valeur d'avoir un conglomérat d'acteurs locaux, mayennais, engagés dans une chaîne de valeur alimentaire, qui va pouvoir fournir en fait une livraison décarbonée de produits locaux avec un accès direct aux agriculteurs et dans une boucle de valorisation où on va avoir d'un côté une livraison par vélo assurée par le livreur vélo, une valorisation des biodéchets avec transformation en compost par l'épée sur terre, donc un retour au sol. Et toute cette chaîne de valeur logistique est facilitée par une solution numérique régionale qui est Socléo et avant on avait Easy donc qui a été remplacé par Socléo et qui était aussi en Mayenne établi. Les CBCC, les restaurateurs et aussi tous les métiers de bouche plus généralement, mais également bien de plus en plus les particuliers en tant que clients, mais évidemment en tant que contributeurs, et bien tout agriculteur. Au niveau des avantages, on va avoir donc, c'est vraisemblablement plutôt quand même ici du bon sens. On a une démarche de sourçage et de résilience, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de voir quels sont les produits, quelles sont les activités complémentaires en local qu'on va pouvoir associer pour créer une boucle de valeur optimisée, notamment au niveau de la logistique. C'est mettre aussi en valeur des acteurs habituellement moins visibles, que ce soit par une plateforme qui est un nouveau canal de communication, mais aussi par un bouche à oreille interposé entre ces différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes activités de base, mais dont les activités sont complémentaires. Et donc, ça résulte sur un travail de synergie qui est voilà, tout à fait avantageux au niveau de la visibilité. Et aussi, au passage, si on a une logistique optimisée et que la logistique est décarbonée, ça fait moins de coûts logistiques parce que voilà, l'essence qui plus est en ce moment, je ne vais pas le rappeler, mais c'est pas forcément au beau fixe. Donc, ça fait toujours ça de prix en rendement, en tout cas en économie. Comment s'en inspirer? Eh bien, déjà, il existe des outils, encore une fois. En l'occurrence, voilà, parfois c'est un outil simple, un outil numérique qui peut paraître bateau, qui peut faire la différence et permettre de toucher plus largement ses cibles, son secteur. Ces outils, c'est aussi des outils de logistique qui vont permettre de renouveler, de rester connecté et de limiter les coûts superflus. Ce que j'aime à dire, c'est qu'avec une boucle comme ça, on a tout un tas d'acteurs qui vont s'optimiser et travailler en concert afin que rien ne se perde et tout se transforme et créer donc une boucle directe, en l'occurrence, entre champ, assiette, engrais et donc retour au champ. Un élément aussi à garder en tête, c'est qu'ils ont été, Circuit Local, lauréats, pardon, d'un appel à projet financé par la région, par l'ADEME et l'ADREAL en 2024. Donc c'est voilà, un petit conseil, et nous-mêmes, en tant que chargé de projet collaboratif, on vous invite vraiment à essayer de garder un œil sur toutes ces opportunités financières qui peuvent vous permettre de lancer à moindre coût des expérimentations, des projets intéressants pour faire évoluer et innover votre entreprise. Dernier exemple, et ça, c'est, j'ai envie de dire, l'exemple maison, la Valmain Technopole, dans le cadre de projet CI Boost, on a lancé, c'est Charlotte qui a pu réaliser et concevoir ces ateliers, des ateliers dans les territoires pour permettre aux entreprises d'identifier des pistes de coopération entre elles. En gros, le concept, il se décompose en deux temps, c'est d'avoir un rendez-vous préparatoire d'une heure pour réaliser un inventaire des ressources avec chaque chaque participant individuellement, et ensuite un deuxième temps collectif d'atelier d'une demi-journée qui va mêler intelligence collective et artificielle pour imaginer des coopérations. Et les cibles ici, c'est toutes les entreprises d'un même territoire, au sens multi-échelle, hein, ça peut être à plusieurs échelles, comme d'une zone d'activité par exemple.
Les avantages et les résultats jusqu'à présent, c'est bien déjà la capacité de pouvoir prendre du recul sur les ressources de l'entreprise. Les temps de RDV sont très intéressants. C'est quelque chose que fait aussi l'ADEC notamment. C'est d'avoir un temps de prise en compte de voilà, bilan ressources, bilan besoins, où j'en suis et comment mes ressources et mes besoins peuvent être utiles, peuvent être aussi une porte d'accès pour d'autres partenaires sur le territoire. Aussi, c'est une opportunité de pouvoir renforcer les liens en locaux à l'échelle territoriale. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir rentrer en contact avec et interagir avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude. Ou des fois, on agit pas mal en vase clos, on reste sur une dépendance au sentier, on reste le nez dans le guidon sans forcément regarder ce qui est disponible à côté et on va chercher plus loin, alors qu'on peut, au moins partiellement, ramener et à moindre coût donc en local des prestations qui vont servir à notre activité. Et donc, ça permet en définitive d'identifier des opportunités concrètes. Jusqu'à présent, on a eu deux ateliers. Il y avait entre 6 et 7 entreprises à chaque session et une trentaine de pistes de coopération imaginées par atelier, ce qui est vraiment plutôt intéressant et voilà, qui donne à réfléchir. Comment on peut s'inspirer de ça? Ben, faire cet état des lieux avant de se lancer, lorsqu'on veut tenter quelque chose, faire un état de lieux et avoir un retour réflexif sur qu'est-ce qu'on peut faire, se faire aider, qu'est-ce qu'on peut faire de ses ressources, comment on peut optimiser au mieux en notamment adoptant une pratique d'économie circulaire. Aussi, c'est oser solliciter les acteurs de son territoire, ne pas rester en vase clos, ne pas rester dans son partenariat, essayer de s'ouvrir le plus possible. Et aussi, c'est challenger ses propres idées, utiliser l'IA. Voilà, notre collègue Céline, spécialisée dans ça, peut aussi voilà, être un relais intéressant, surtout que dans le cadre du projet CEI Boost, voilà, nous, on vise vraiment à voir comment on peut optimiser et conjuguer économie circulaire, transition verte même plus généralement, et nouvelles technologies. Donc, en conclusion, ce que je vais vous apporter maintenant, c'est faire un peu ce débrief de tout ce qu'on a pu voir ce matin au niveau des cas d'études et inspiration. Si vous voulez, vous pouvez un peu vous amuser à deviner à quoi correspond chacun de ces six mots-clés, entre guillemets, qui sont optimiser ses ressources. Alors, à quelle entreprise qu'on a présenté ça correspond? Éco-concevoir ses produits, exploiter ses ressources dormantes, valoriser ses déchets, coopérer sur un même territoire, agir en bonne intelligence. Ces éléments s'inscrivent vraiment dans un cycle de vie sous une optique d'économie circulaire et sous une optique qui peut vraiment optimiser le rendement, qui peut vraiment servir de levier utile et crucial pour rester compétitif. L'exemple d'Europlastic, c'est que ça fait 20 ans qu'ils étaient précurseurs sur de l'économie circulaire. Ils sont leaders dans le domaine. Donc il faut prendre note de ça. C'est pas parce que vous commencez maintenant que vous êtes forcément en retard. Au contraire, c'est le bon moment pour essayer de voir comment on peut innover et optimiser son rendement, maximiser sa compétitivité. Et donc, pour rebondir sur tout ça, donc voici un peu la réponse sur à quoi correspondait chaque élément, chaque notion. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est de communiquer. Communiquer, mais communiquer en ayant des actions derrière, évidemment. C'est de pouvoir proposer d'économie circulaire à un niveau avantageux et à un niveau un peu plus peut-être que le commun est mortel, parce que ceux qui appliquent le strict minimum, ils vont forcément, à un moment donné, rencontrer un mur pour se mettre à niveau, et vous aurez déjà de l'avance. Parce que, comme je l'ai dit, plus on est précurseur, plus on en avance, plus on est compétitif, plus longtemps. Et du coup, comment commencer de manière plus tangible? Eh bien, le storytelling des valeurs, décidément, j'ai fait une petite coquille. Optimiser ses ressources, surtout derrière, voilà, c'est vraiment pouvoir faire ce bilan, cet état des lieux, voir aussi les équipements, comment on reconditionne les équipements, comment on reconditionne les produits, comment on s'assure qu'ils durent le plus longtemps à moindre frais et qu'ils donc puissent déboucher sur une rentabilité secondaire, qui pourra devenir d'ailleurs peut-être plus secondaire à terme. Aussi, c'est vraiment voir la ressource comme un outil vers plusieurs débouchés économiques. On peut prendre Cofico, mais il y a plein d'autres exemples comme ça qui existent. Et c'est vraiment montrer qu'une même ressource peut avoir plusieurs utilités, plusieurs marchés, plusieurs utilisations. Et le dernier élément, mais pas des moindres, c'est la coopération. Coopérer pour détecter de nouvelles opportunités. C'est en coopérant, c'est en demandant de l'aide, c'est en ayant des contacts, des relais qu'on va pouvoir dégager sa vue, sortir son nez du guidon et pouvoir optimiser au mieux les ressources disponibles ainsi que évidemment les déchets. Sinon, au niveau des ressources,
On se fait une petite pub encore. Dans le cadre du projet CI Boost, encore une fois, on a donc LMT qui propose ses ateliers de mutualisation. Il n'est pas encore trop tard. On en a fait deux, on en a un troisième qui est en préparation. Mais on prend, sachant que le projet se finit en fin février 2027, il y a encore un peu de temps si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous voulez lancer sur votre territoire, sur votre zone d'activité, également en coopération avec d'autres instances partenaires du territoire, avec plaisir parce qu'on est déjà en lien, nous, avec Laval Économie, qui a lancé, au moment où je parle, ou qui va lancer en tout cas sous peu, un appel à projet économie circulaire sur lequel on pourra également dégager du temps via CI Boost pour vous aider dans vos démarches. De même, on a développé un catalogue de bonnes pratiques qui est actuellement dans sa V3, référence, plus de 50 références pour s'inspirer, qui sont autant d'outils pour se dire, OK, si je transpose cette manière de faire dans mon activité, peut-être qu'il y a des choses à exploiter qui sont pertinentes. Et également, dans le prolongement, il y a une plateforme européenne mais assez méconnue, qui est Interreg Europe, qui est un peu le programme dans lequel agit le projet CEI Boost, où on a d'autres fiches de bonnes pratiques européennes qui vont permettre de s'inspirer et de voir comment font les autres ailleurs dans leur propre contexte. Voilà pour moi. J'espère que c'était un temps légible. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura permis de voir des choses. Évidemment, j'ai choisi des exemples parce qu'on n'a pas un temps illimité, mais il en existe plein d'autres. Vous avez pu voir avec mon collègue de la CCI, Geoffrey Lenève, notamment BLE Base Vie, donc ils font des bases vie pour les chantiers entièrement éco-conçus, entièrement prévus de A à Z pour avoir une réutilisation efficace, efficiente, avec peu de pertes. Voilà, c'était un exemple qui est intéressant aussi. Il y en a plein d'autres, hein, je suis sûr qu'il y en a loupé. En local, on peut penser à Ziketic et leurs produits de seconde main en termes d'instruments, etc. Donc voilà, il y a plusieurs choses à voir. En tout cas, merci pour votre attention. Je tiens à remercier également Charlotte pour l'opportunité et également ma sœur Christina pour l'aide apportée dans la constitution de ce webinaire. Et donc, Charlotte, c'est à toi de jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Une petite page de pub pour le prochain événement de notre programme des matinées et webinaires de l'innovation. Donc, ce sera une matinée de l'innovation qui sera donc en présentiel dans nos locaux sur la thématique de la priorisation des projets, donc des projets et ou des projets d'innovation. Donc, on va vous permettre, avec ma collègue Sandrine Hélène Trouillard, de découvrir un outil de priorisation que vous pourrez expérimenter pendant l'atelier. Et nous vous donnerons les clés pour en créer une version adaptée à votre entreprise. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui en cliquant sur le lien que je vais mettre dans le chat. Pour le coup, rapidement aussi, je me permets, j'ai vu passer dans le chat Manon qui partageait l'événement Agir qui aura lieu le 18 juin prochain à Laval. Si jamais ça vous intéresse de continuer à réfléchir autour de cette thématique de l'économie circulaire, Manon vous a mis le lien directement dans la conversation, donc n'hésitez pas à y aller. Donc, comme d'habitude, je vous invite à nous contacter si vous voulez des compléments sur le contenu de ce webinaire ou si vous avez un projet sur lequel vous avez envie qu'on discute. Vous recevrez très prochainement un mail avec le support de présentation utilisé. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence ce matin et surtout votre participation dans le chat. Et je vous dis à très bientôt.